l'an 2000 a été un aimant extraordinaire. Moi je suis né en 1955, donc forcément ça n'a pas la même signification pour quelqu'un qui est né en 1984, 85 ou 90. Il n'empêche, ça a été un moteur extraordinaire, la science-fiction. Énormément de nos envies, de nos besoins sont nés de cette littérature, de cette sous-littérature même, à l'époque où j'ai commencé à en lire, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait. Et il me semble qu'il y a dans cette littérature, et dans ce qu'elle a produit au-delà de l'écrit, d'immenses sources pour nous. Et donc c'est une source pour moi, et par la force des choses, c'est une source pour vous, parce que il se trouve que je dirais chez Bacon. Et donc forcément c'est une petite incidence. Voilà, donc ça va être un moment assez intéressant de voir comment Nicolas, avec son œil, sa pratique, son expertise, va éclairer ces enjeux-là. Je pense que ce sont des enjeux qui sont intéressants pour tous, pas simplement pour les designers d'interaction. Tous les designers sont amenés à se projeter dans le futur. Tous les designers sont amenés à se coltiner ou à refuser de se coltiner avec la technologie. Et donc écouter ce qu'on peut construire, déconstruire à partir de la technologie et des imaginaires qui sont associés, ça me semble un parcours absolument nécessaire et incontournable pour un designer. Donc merci beaucoup d'accueillir Nicolas pour cette troisième conférence. Merci David. Bonsoir à toutes et à tous. Mon intention dans l'heure qui suit, c'est de vous parler de la relation entre science-fiction, design, de mon point de vue. Alors ce ne sera pas du tout exhaustif et ça passera à travers différents exemples que je trouve intéressants, mais aussi des choses liées à ma propre pratique, et de conclure en fait sur ma perspective, qu'est-ce que c'est que cette notion de design fiction dont je vais vous parler dans un instant. Alors quand on parle de science-fiction et design, il y a un exemple qui est un peu l'espèce de tarte à la crème. Je pense que dans cette salle vous devez tous connaître ce monsieur, un célèbre scientologue, qui joue dans un film de Steven Spielberg qui s'appelle Minority Report, dans lequel on voit gesticuler devant un écran pour Dieu sait quelle raison. C'est un exemple assez intéressant parce qu'il montre l'espèce de croisement, de lien qu'il y a entre le champ finalement de la production culturelle à travers les films hollywoodiens et puis les recherches réalisées par ingénieurs, designers, développeurs dans le champ des technologies de l'information et de la communication et du numérique. Alors, si je parle de ça, c'est que c'est un exemple assez marquant, hein, j'aurais pu en prendre plein d'autres, mais assez marquant à différents égards. Et notamment, si on se pose la question de comment ça s'est passé, hein, comment le film a été produit, d'où ça part, on peut retracer un espèce de cheminement assez curieux hein, à travers cette personne. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, Philip K. Dick, un célèbre écrivain américain de science-fiction, qui a produit un texte qui s'appelle The Minority Report, le rapport en minoritaire, qui est une œuvre de science-fiction hein, littéraire et qui a tapé dans l'œil de M. Spielberg, hein, qui est représenté ici, qui fait depuis longtemps des films de science-fiction, des films hollywoodiens assez intéressants. Et pour travailler sur cette nouvelle, en fait, cette espèce d'univers science-fictif, Spielberg, il a contacté une autre personne qui s'appelle Alex McDowell, qui alors lui est peut-être beaucoup moins connu, mais une personne clé un peu dans ce processus. Alex McDowell, c'est le production designer, donc la personne qui s'occupe dans beaucoup de films hollywoodiens de créer un univers fictionnel qui soit cohérent et donc d'imaginer les objets qui seront présents dedans. Il a travaillé sur Avatar, par exemple, ou sur des films comme Artificial Intelligence. Et ce qu'il a fait, c'est, quand il a reçu cette espèce d'intention de Spielberg hein, de faire ce film, il a réuni un espèce de panel d'experts, de chercheurs, de prospectivistes, de designers, d'architectes, pour imaginer ce que serait que le monde en 2064. Et donc il a lancé un peu son réseau, et notamment une autre personne qui s'appelle John Underkofer, qui était à l'époque chercheur au MIT Media Lab à Cambridge, à côté de Boston, et qui, lui, son sujet, c'était de s'intéresser à ces interfaces tangibles, gestuelles, et il a fait partie du petit groupe de réflexion avec les autres, d'imaginer, de travailler sur qu'est-ce que serait que le monde en 2064, quels seraient les changements sociétaux, technologiques, et du coup, quels objets on utiliserait.
Ils sont aussi adjoints au service de Greg Lynn, qui est un architecte canadien, qui travaille notamment avec le Centre canadien d'architecture. Et donc, si je vous montre en fait tous ces gens-là, et notamment notre scientologue de service aussi, c'est que tout ça est une espèce de travail collectif entre l'intention d'un écrivain de science-fiction, d'un réalisateur qui veut refaire un film à partir de cette œuvre, et puis des gens qui s'occupent de produire un univers cohérent, designers, architectes, et puis évidemment il y a plein d'autres gens là derrière, hein, pas juste des hommes blancs occidentaux, qui ont travaillé dans ce projet pour construire différents types d'objets, différents types d'artefacts, qui seraient présents dans un film pour nous faire croire, pour rendre plausible un univers fictionnel. Et donc on a là une espèce d'exemple assez fascinant de travail, de collaboration entre le champ hollywoodien, le champ de la production culturelle, et puis les gens qui sont dans finalement le concret de créer des objets et qui sont ensuite finalement qui peuvent devenir potentiellement réels. Hein. John Underkoffler, il a créé une société ensuite qui s'appelle Oblong Technologies, qui vend comme prestation du conseil et puis du prototypage de ces solutions technologiques qu'ils ont réalisées durant ces phases. Alors ça c'est un exemple qui est fascinant à d'autres égards encore. Hein. Vous tapez Minority Report ou Minority Report et interface dans Google, et vous avez toutes sortes de choses qui apparaissent et qui relèvent du film, par exemple, mais aussi des espèces de mythes technologiques qui tournent autour du film. Peut-être maintenant ça date un peu, mais moi je me souviens, les quelques années après la sortie de Minority Report, les journalistes ou des concepteurs faisaient toujours référence à ce film, à cette espèce d'éléments culturels pour souligner le potentiel intéressant des interfaces gestuelles. Et même si c'était des technologies totalement différentes, hein, quand la Nintendo Wii est sortie, quand même l'iPhone est sorti, il y avait des articles qui disaient « Ah, ça y est, c'est comme dans Minority Report ». Technologiquement, ça n'avait rien à voir, mais ça montre en fait une espèce d'ancrage, le bagage culturel en fait, qu'avait créé un film comme Minority Report pour finalement la population et créer finalement des attentes, des envies particulières. Puis avec le temps, c'est assez intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres choses qui sont apparues, hein, et notamment ça apparaît sur les premières pages de Google, des gens qui ont un regard un petit peu plus critique et se dire ouais, c'était peut-être bien cette scène avec Tom Cruise, mais en fait quand j'achète mon Leapmotion sur Kickstarter, Leapmotion c'est un petit capteur qui permet de détecter l'activité gestuelle, notamment des doigts. Bah, c'est pas aussi facile d'utiliser ça pendant des heures, c'est un peu fatigant et j'en ai marre d'utiliser Excel avec ce genre de choses, si je caricature. Et du coup, ça montre aussi finalement le revers de la médaille, que cette espèce de bagage culturel d'attente créé par un film comme Minority Report, bah, il a pu créer des attentes qui étaient un peu exclusives par rapport à certaines interfaces, qui étaient parfois vendues par certains comme potentiellement remplaçant le clavier, la souris, mais ce n'est pas forcément généralisable à toutes les situations, à tous les contextes de notre usage des objets numériques. Donc on a un peu comme ça finalement les deux faces d'une pièce, le revers de la médaille et son côté positif, qui montrent finalement cette espèce d'influence qu'il y a entre le domaine du culturel et le domaine du technologique, qui font en fait partie d'un ensemble cohérent. Alors des exemples de ce genre, on pourrait en voir d'autres. Hein. Un autre, qui est un exemple fabuleux de ce genre, hein, le film 2001, hein, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, est aussi un de ces moments clés, ou un de ces exemples assez clés de collaboration, de travail collectif entre une équipe de production et de réalisation de films et des scientifiques, des chercheurs et des designers. Il y a différents moments dans le film, hein, comme ici, ces séquences où une des personnes va utiliser un visiophone qui s'appelait Picturephone à l'époque. C'est un père de famille qui va parler à sa fille, qui lui souhaite son anniversaire alors qu'il est sur je ne sais plus si c'est sur la Lune ou sur une station orbitale. Mais le travail qu'a fait Stanley Kubrick pour cette séquence et beaucoup d'autres, c'est de comprendre quels étaient les enjeux scientifiques et comment les traduire de manière la manière la plus cohérente et la plus plausible par des objets, des artefacts. Alors, ça se traduit par ces chaises qui ont été faites par un designer français dont j'ai perdu le nom. Olivier Bois. Oui, voilà. Qui n'est pas décédé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. C'est possible.
et des objets technologiques. Et le Picture Phone qui est ici, hein, c'est celui qui a été fait par AT&T, la compagnie américaine de télécommunications de l'époque, et il fonctionnait, il était fonctionnel, c'était pas du tout un gadget théorique. Et le fait qu'ils reprennent même le nom de cette structure est assez fascinant. D'autres exemples hein, de collaboration, ça c'était Matrix, je le mentionne ici parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça, notre représentation du futur, hein, les téléphones avec ces espèces de clapets coulissants, mais c'était aussi une manière en fait, de trouver un objet qui est existant, hein, qui est un objet, c'est un téléphone Nokia, mais qui était une manière, dans le cadre du film, de créer une situation fictionnelle, hein, finalement de point de contact entre les différents plans d'existence et de réalité. Un autre, qui est Existence, un film de David Cronenberg, dans lequel il y a tout un travail sur les interfaces sur lesquelles on peut se plugger dans le corps, et qui, là encore, hein, choisit un mode de représentation qui a été designé, pensé en lien avec l'univers, en tout cas, de ce film. J'ai trouvé ça au Japon, c'est un chargeur d'iPhone qui est un peu dans le même ton et qui est complètement étrange. Et si je le mentionne ici, c'est que c'est aussi un exemple curieux finalement de circulation, de références culturelles qu'on retrouve après dans le domaine du design, dans le domaine des produits. Donc pour résumer, c'est tiré d'un article de chercheurs allemands, chercheurs en design, en interaction machine, qui essaie de modéliser, de représenter toute cette circulation en fait entre le fictif, le fictionnel et ce qui pourrait relever de la culture, et puis d'un autre côté des interfaces, des créations d'interfaces et de technologies, et qui montre un peu l'espèce d'éventail de situations avec à la fois des films qui vont inspirer certains développements technologiques, hein, comme le disait Dominique en introduction, hein, toute forme de design pour lequel la science-fiction a pu exercer de l'influence. On a évidemment les développements conjoints, comme Minority Report, hein, d'interfaces ou d'objets technologiques qui sont créés conjointement par les acteurs culturels et puis les designers, et puis également des technologies qui peuvent inspirer des films. Donc on a tout un ensemble comme ça d'interrelations qui sont assez fascinantes, pas exclusives, qui montrent finalement que distinguer d'un côté technologie et leur développement et leur design et culture à l'autre, c'est assez bête parce qu'en fait tout ça forme une espèce de même ensemble. Et cet ensemble, il est aussi intéressant de le mettre en question, de le questionner quand on regarde un autre type de production fictionnelle, qui est celui réalisé par les grandes sociétés technologiques. Je pense en particulier à des grands groupes, hein, par exemple Microsoft a sorti toute une série de vidéos hein, de ce genre, dans lequel on voit des utilisateurs d'interfaces très lisses, très hygiéniques, parfaites, avec des séquences comme ça, finalement assez grandioses, hein, dans un univers où tout fonctionne bien, tout marche bien, et qui, dans le cadre en tout cas, moi, dans ma pratique, hein, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact, en fait, entre les utilisateurs et les technologies, et de comprendre tous ces moments de friction qui ont lieu quand les gens essaient de s'approprier des objets technologiques, qui, pour moi, en fait, quand je vois ce genre de séquences, de films, me pose question, en fait, sur le degré d'attention, de réflexion que les gens qui ont produit ça avaient par rapport à leurs utilisateurs potentiels. Et je trouve qu'il y a une certaine faiblesse finalement d'empathie ou de compréhension des utilisateurs potentiels, des contextes de vie, de la complexité de la manière dont on interagit avec les technologies au quotidien, et qui du coup m'amène aussi à questionner en fait tout l'arsenal de grands mythes et grandes figures technologiques imaginaires qui sont produits par la R&D technologique. Je pense en particulier aux robots humanoïdes, aux voitures volantes, à des interfaces qui seraient justement d'imaginer que tout le monde va utiliser des interfaces gestuelles et qu'il n'y aurait plus de clavier, etc., etc. Et il y a un peu, je trouve, un syndrome je retrouve moi, par rapport à la production de ces grands mythes technologiques, qui est celui des cultes des cargos. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion, hein, c'est ce qu'on retrouve notamment en Mélanésie après la Seconde Guerre mondiale, des gens qui
qui produisait ce type finalement de maquettes, grandeur nature, d'avions, de tours de contrôle, de fausses radios en bois, et qui, en fait, tout ça a été produit à la suite en fait, du départ de l'armée américaine en Mélanésie, et les populations locales s'étaient habituées à, quand ils entendaient des bruits d'avion, qu'en gros il y avait un truc qui allait tomber du ciel et qu'ils allaient pouvoir avoir à manger, avoir des jeans, avoir des vêtements. Et puis quand l'armée américaine est partie, il n'y avait plus ça. Du coup, il y a eu, et c'est documenté par différents anthropologues, il y a un film à ce sujet, ils ont commencé à créer des espèces d'objets de ce genre, en fait, qui, pour eux, étaient une espèce de culte, en se disant, si on crée finalement les avions qu'il y avait avant, les objets qui tombaient du ciel, ils allaient revenir. Ce qui est évidemment complètement absurde, mais ils avaient développé tout un système de croyances de ce genre, qu'en créant ces objets, la solution allait arriver. Et si je vous parle de ça maintenant, c'est que j'ai un peu le sentiment que dans certains contextes de R&D technologique, il y a des artefacts typiquement robot humanoïde, intelligence artificielle très performante, il y a une confusion entre la fin et les moyens, et qu'on se retrouve un peu dans cette situation, on crée le robot humanoïde en se disant que la question c'est juste l'acceptation sociale, que les gens doivent juste s'habituer à ce nouvel objet technique, et c'est tout, c'est ça le travail qui est effectué. Alors que, de mon point de vue, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, en fait. De créer ces formes, ces espèces de grandes figures mythiques technologiques, pour moi, ça a un sens évident si on prend ça comme un moyen pour essayer de les transformer au fur et à mesure. Mais si on croit qu'on est arrivé au bout du chemin et sur l'autre, ça ne fonctionne pas. Et du coup, tout ça pose la question, pour revenir aux enjeux fictionnels, est-ce qu'il y a d'autres manières d'imaginer et d'accompagner l'évolution technologique en utilisant le rôle de la fiction tel qu'on a pu le voir dans des films comme Minority Report ou 2001. Et donc là, il y a différents exemples qui sont assez documentés aujourd'hui, en tout cas dans l'histoire du design, finalement de collaboration ou de construction de situations dans lesquelles des designers vont avoir une action prospective, de créer des représentations du futur qui vont essayer, non pas d'être sur des espèces de figures mythiques, des technologies qui soient inapplicables, mais des formes plus pragmatiques. Alors, il y a un exemple qui est assez fameux et intéressant, qui est celui du pavillon General Motors à l'Expo Universal à New York en 1939, qui, en 1939, ça fait déjà une dizaine d'années que les marques comme General Motors ou Ford produisent de manière massive des automobiles, et commence à se dire qu'il faut accompagner cette évolution, notamment dans le domaine urbain. Et General Motors, ça mandate à l'époque un designer et accessoiriste de théâtre qui s'appelle Norman Melgedis pour créer en fait une représentation de la ville du futur, qu'il appelle le Futurama, et qui est censé en fait montrer que l'avenir, c'est pas juste des voitures, mais c'est aussi tout un contexte de vie, une espèce de système socio-technique, on pourrait dire, dans lequel il y a des voitures, mais il y a aussi la ville de demain. Et donc il crée cette espèce d'immense maquette d'une ville fictionnelle dans laquelle les gens qui viennent dans le pavillon, qui font la queue ici, passent pour observer cette maquette et voir qu'est-ce que c'est que les voies de circulation, qu'est-ce que c'est que les bâtiments, qu'est-ce que c'est que les voitures qui circulent dans la ville. Ensuite ils ressortent, ils avaient un badge avec marqué « J'ai vu le futur », qui doit être un collecteur évidemment aujourd'hui. Donc c'est un exemple intéressant parce que ça fait partie des premières formes de collaboration entre des designers, comme lui en l'occurrence, qui opèrent une espèce de synthèse créative entre des enjeux techniques, une compréhension des besoins, des envies, des modes de vie des populations, pour produire une forme d'extrapolation, de spéculation, non pas à travers un scénario ou un film de science-fiction, mais une maquette dans une exposition. Alors ça, c'est dans une vision qui est peut-être un peu glorieuse, une glorification de la technologie. Il y en a d'autres qui l'ont fait dans les années 60, plutôt dans une vision critique, des collectifs d'architectes comme Archigram en Angleterre ou Archizoom en Italie, Super Studio, ont produit aussi toutes sortes de choses qui peuvent passer par des collages, des dessins, des faux magazines, enfin des magazines fictionnels, des maquettes pour montrer avec un regard un peu critique ce que serait que la ville de demain,
avec leur approche d'architecte ou de designer. Là, c'est un exemple de projet de ville qui peut se déplacer, qui est un espèce de mythe récurrent du rapport de l'humain à la technologie, qui est assez intéressant. Et pour moi, ces deux exemples que je viens de mentionner ici sont un peu des ancêtres de ce que je décrirai ensuite comme design fiction, c'est d'utiliser le design, et donc la formalisation par des objets tangibles de scénarios prospectifs. Alors, ça, c'est dans le champ du domaine du design industriel, c'est fait aussi par tout un courant, on parle de design critique, design spéculatif, avec des gens comme Tony Dunn et Fiona Raby, ou leurs élèves, comme James Auger, qui a travaillé avec son collègue Gilles Loiseau pour produire un autre exemple, moi, que je trouve assez intéressant, d'objets, de contribution du design pour faire comprendre des enjeux, des formes de spéculation technologique, cette espèce de dent, audio tooth, qui est finalement, à l'époque, c'était en 2002-2003, je crois, c'était l'idée de montrer ce que serait qu'en fait la pénétration de la technologie dans le corps, avec l'idée d'un téléphone qui serait dans une dent. Mais, de mon point de vue, ça c'est moins intéressant que ce qui est arrivé ensuite. Et ce qui est arrivé ensuite, c'est qu'il y a des gens qui ont pris ça très au sérieux. Time Magazine qui l'a affiché comme Coolest Invention of 2002, une invention la plus cool de 2002, alors que l'objet en question était absolument non fictionnel, était fictionnel, ça ne fonctionnait pas. Donc ça, c'est intéressant, mais encore plus intéressant, c'est que les deux designers ont reçu une quantité de courriers phénoménale, d'emails, de courriers de ce genre, soit de personnes qui étaient complètement angoissées à l'idée qu'on aurait ce type de technologie qui s'inscrirait dans notre corps, d'autres qui demandaient où est-ce qu'on peut acheter ça, vite, j'ai envie d'une dent téléphone, donc il y avait tout un répertoire en fait de réactions, et ça je trouve ça plus intéressant que la dent elle-même, parce que ça montre finalement la création d'une forme de débat à partir d'une matérialisation d'un scénario prospectif. Et c'est là qu'il y a une contribution intéressante des designers dans, donner un regard critique, et donc donner un regard et une possibilité de discuter sur des aspects plus tangibles et matériels, et pas juste une possibilité technique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de design fictionnel qu'il y a lieu ici, on le retrouve dans d'autres pratiques, et notamment chez des gens, chez eux, dans leur coin, qui vont produire des choses de ce genre-là. Ça, c'est quelqu'un qui est fan de Star Trek et qui a créé le manuel, en fait, un manuel des objets qui sont présents dans Star Trek. Il l'a fait avec un souci du détail qui est assez impressionnant. Il y a d'autres personnes qui ont fait ce genre de choses, des manuels de réparation du Faucon Millennium, de Star Wars, etc. Et qui, d'un côté, paraissent complètement absurdes, futiles, un truc de geek à mettre dans un coin, mais en même temps, c'est intéressant, parce que c'est une manière de se réapproprier certains codes du design graphique, certains codes du dessin technique, pour représenter des objets fictionnels. Et du coup, moi, mes collègues, Future Laboratory, c'est le genre de choses qui nous intéressent. C'est comment, finalement, on peut utiliser les moyens du design pour proposer une approche spéculative qui va combiner la création d'objets, le prototypage d'objets, et des formes de narration pour montrer en fait des futurs possibles. Et ça, c'est un renouveau en fait de la pensée prospective qui, particulièrement en France, c'est rationnel, qui est basé sur le recueil de données, particulièrement quantitative, produit ensuite des scénarios avec des textes, alors que dans cette logique-là, on est beaucoup plus dans une sorte d'analyse et de compréhension d'enjeux sociétaux, d'enjeux technologiques, d'enjeux politiques, écologiques, et puis de synthétiser ça et de transformer ça ensuite finalement en utilisant ce que les designers savent faire, c'est-à-dire produire des objets ou des formes de narration. Quand je dis objet, ça ne veut pas dire objet juste physique, ça peut être des interfaces, des sites web, ça peut être aussi un journal, etc. Donc pour vous donner un peu de... J'ai des moments dans ma présentation de repos visuel avec des slides d'horaire, mais je ne pensais pas que ce serait si endormissant pour tout le monde. Pour expliquer un peu ce genre de démarche, je vais vous présenter deux projets qu'on a réalisés et qui sont... ils ont un statut particulier parce qu'on travaille avec différentes sociétés technologiques, mais on ne peut pas montrer ce qu'on fait. Du coup, on est frustré et on fait nos propres projets pour pouvoir donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on propose. Mais du coup, c'est sur des thématiques qui sont peut-être moins sérieuses et plus exploratoires et parfois amusantes.
Le premier projet s'appelle le Corner Convenience, donc convenience store en anglais, on pourrait dire magasin de quartier, ce genre d'endroit. C'est parti d'une espèce d'intuition un peu curieuse, c'est que quand on se rend dans ce genre de magasin de quartier, là c'est en Italie, mais on en trouve dans tous les coins du monde, quand on va dans ce genre d'endroit, on trouve toutes sortes d'objets qui coûtent pas cher et qui sont curieux parce qu'à un certain moment dans l'histoire des technologies ont été des révolutions. Le fait de trouver de l'aspirine, des lunettes, des stylos bics, des rasoirs, des préservatifs, des ampoules pour quasiment quelques euros, c'est quand même, enfin ça ne pose plus de questions aujourd'hui, mais c'est quand même des objets qui ont été des ruptures, qui ont été révolutionnaires à un moment donné, et du coup nous on se disait mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme objet curieux dans ces endroits, dans un futur proche. Donc ce qu'on a fait, c'est, et comme moi je suis basé à Genève en Suisse, donc mes associés étaient à Barcelone et les deux autres sont à Los Angeles et San Francisco, on a passé du temps dans différents magasins de quartier de ce genre, à collecter des objets, à discuter avec les tenanciers, discuter avec les gens qui vont dedans pour comprendre quelle est la logique, les pratiques qui sont liées à ça. Et on a tiré un petit journal. Donc là, on est dans une logique plus d'études de terrain, plus enquête ethnographique, de comprendre qu'est-ce qu'on trouve là-dedans. C'est un peu notre espèce de phase de départ, de comprendre finalement la réalité des pratiques à un moment donné. Hein. Le petit journal en question décrit les objets qu'on y trouve, leur histoire, leur intérêt. Et on a utilisé ça dans le cadre d'un atelier qu'on a fait à l'université d'Arizona, à Phoenix, en donnant ça aux participants de l'atelier, avec pour finalement pour mission en quelques jours d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait trouver dans ces lieux à ce moment-là. Donc une espèce de brainstorm qui partait d'une extrapolation des objets existants pour en trouver d'autres. Et du coup, ensuite, on les a prototypés ensemble. Alors ça donne des choses assez absurdes comme des cartes à gratter pour gagner des millions de followers sur Twitter. Il y a des tic-tac avec des phéromones pour séduire grâce à des tic-tac. Les œuvres complètes de monsieur Bruce Willis sous la forme de cartes à passer sur ses lunettes de réalité virtuelle ou sur son téléphone, hein, qui serait vendu par Sony et Kraftfood. On s'est posé la question de qu'est-ce que serait l'équivalent des photocopieuses qu'on trouve dans les magasins de quartier, et de se dire qu'on pourrait avoir des imprimantes 3D, ce qui est assez intéressant et curieux, parce que je crois qu'il y a à Paris 3 bureaux de poste qui ont mis des imprimantes 3D, et pour nous le fait de mettre ce genre on a fait ça sous la forme d'un court-métrage. Là, je vous montre des captures d'écran, c'est un court-métrage qui montre le futur d'un magasin de quartier. Le fait de mettre ça ici, ça ne veut pas dire du tout qu'on croit que tout le monde va pouvoir aller dans un genre d'endroit puis imprimer quelque chose sur son imprimante 3D. C'est plutôt pour questionner cette possibilité, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vraiment ça peut arriver, est-ce que vraiment c'est possible, et donc créer une forme de débat, de discussion sur des opportunités technologiques, et une forme de résonance dans les pratiques des gens. Deuxième projet, qui part aussi de la même logique, hein, de comprendre la réalité des pratiques à un moment donné pour créer une forme de spéculation. C'est un projet qui s'appelle Curious Rituals, que j'ai fait en collaboration avec des étudiants du programme Media Design à Art Center, à Pasadena, qui est une école de design là-bas, à côté de Los Angeles, et qui est basé sur un sujet qui m'intéresse depuis un certain temps, qui est celui des gestes que l'on réalise avec des objets numériques, qu'il s'agisse de l'ordinateur portable, du téléphone, de capteurs, de robots. Et donc ce qu'on a fait, c'est commencer par une étude en fait de toute cette gestuelle, toutes ces habitudes, ces postures qu'on a avec les objets numériques. À la fois, moi j'étais encore en Europe à ce moment-là, puis ensuite je suis allé là-bas, donc de documenter toutes ces espèces de manières de vivre avec le numérique. Hein. Vous avez en haut à gauche, mais ça c'est à Paris, hein, c'est le fait de plus sortir son passe Navigo puis de le passer sur la borne. Évidemment, aujourd'hui ça nous paraît complètement logique, mais quand ces choses-là ont commencé à arriver, c'est intéressant. Il y en a un autre qui est une variante, c'est là dans la variante plutôt station de ski, c'est les gens qui ont leur passe dans la porte et qui font une espèce de petit geste comme ça pour le mettre contre la borne, avec une espèce de grâce, c'est curieux. Au milieu, c'est une ado là, qui est en train de regarder un film et de s'immerger dans le film en tournant son ordinateur portable puis en mettant près de son visage. En haut là-haut, c'est moi dans les toilettes à Bruxelles en train
Est-ce que quelqu'un a déjà eu à gesticuler dans les toilettes pour allumer la lumière ici? C'est la condition de la moderne. Voilà, là c'est un grand-père coréen à Koreatown qui pense que quand il lève le doigt en l'air, ça va permettre d'améliorer la qualité du réseau sur son smartphone. Ce qui est un exemple particulièrement intéressant du point de vue du design. Ça montre enfin tout ça, d'un point de vue du design, tout ça est intéressant évidemment, mais celui-là je le trouve saillant parce que ça montre des représentations naïves qu'on peut finalement, en tant qu'utilisateur, avoir par rapport au fonctionnement des technologies. Et du coup, ça ne fonctionne pas comme ça, mais si les gens le font, il faut respecter cet aspect-là. Là, c'est un de mes associés qui, quand il téléphone, il se cache toujours le visage pour protéger la conversation du bruit ambiant. Et là, c'est le truc classique qu'on voit dans les lieux touristiques ou dans les concerts, hein, cette espèce de périscope humain, de lever le bras en l'air pour prendre des photos. Donc, ça, c'est quelques exemples, hein, puis c'est pas le propos de décliner ça ce soir, mais cette phase un peu de comprendre quelles sont les pratiques d'aujourd'hui, qui a donné lieu ensuite on a représenté ça sous forme de dessin. Tu vois, c'est la courtoisie à mi-chemin. Vous allez au comptoir de la poste, vous enlevez une oreillette de votre smartphone pour respecter la personne avec qui vous allez interagir. Donc on en a fait des petits dessins de ce genre pour faire un ouvrage, et ensuite un livre papier. Et ensuite, seconde phase, qui renvoie plus à la logique science-fictive, on s'est dit, qu'est-ce que seraient les gestes de demain en fait? Une fois qu'on aurait des dispositifs technologiques nouveaux, et là c'est simple, il suffit de voir les brevets, ce qui est présent dans les laboratoires de recherche, quel serait l'équivalent des gestes qu'on a pu voir dans notre étude avec des interfaces gestuelles, des casques de réalité augmentée, des interfaces qui détectent l'activité cérébrale, avec le présupposé qu'en gros, il y a des choses qui sont des comportements qui sont invariants dans notre utilisation des technologies. Il y a toujours des gens qui essaieront de réparer leur technologie quand elle ne marche pas. On avait appelé ça la plomberie numérique. Tous ces gestes, de souffler dans le connecteur USB de son iPhone, d'ouvrir 50 fois sa PlayStation pour pouvoir la fermer. Enfin, c'est toutes ces choses qu'on a documentées et qui nous informaient non pas sur le fait que les gens font exactement les mêmes gestes, mais plutôt qu'il y a des espèces de grandes catégories de gestes, d'essayer de réparer ces objets technologiques, des gestes de nervosité, des gestes de présentation de soi aux autres, la manière dont on porte son téléphone, c'est aussi une manière de renvoyer une certaine image de soi aux autres, des gestes qui sont prédéterminés par les designers qui les ont conçus. Tout ça, on va les retrouver avec les technologies nouvelles. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est créer un court-métrage qui va essayer de représenter, matérialiser, avec soit des objets technologiques, soit des gestes particuliers, les comportements qu'on aurait à l'avenir avec différentes technos. Là, par exemple, c'est deux personnes qui sont en train de recharger leur téléphone mobile et leurs lunettes de réalité augmentée en gesticulant comme ça. Techniquement, ça existe. Il y a des manières de capter l'énergie cinétique, les mouvements des utilisateurs pour recharger une batterie. Il y a des brevets là-dessus, ça existe. Il n'y a pas encore beaucoup de produits de ce genre, mais c'est possible. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de venir comment, quand les gens seront au café et qu'ils vont recharger leur téléphone, ils vont faire. Est-ce qu'ils vont arrêter de se parler à un moment, puis gesticuler, qui serait un peu l'équivalent de personnes qui arrêtent de se parler parce qu'ils veulent regarder rapidement leurs emails alors qu'ils sont en pleine interaction sociale. Une autre possibilité qui est représentée ici, c'est aujourd'hui, ça se vend même sur le marché d'avoir des lunettes qui permettent d'être connecté à son téléphone, à son ordinateur, sa télévision, pour regarder des films, pour regarder des vidéos. Il y a des projets de ce genre qui existent. Nous, comme on était aux États-Unis, il y a de la pub toutes les 5 minutes à la télé, on se demandait mais comment quelqu'un qui regarde la télévision avec des lunettes va gérer cette relation. Et donc on imagine des séquences dans lesquelles la personne toutes les 5 minutes enlève ses lunettes parce qu'elle n'a pas envie de regarder la publicité, donc il y a une manière de zapper finalement physiquement. Autre exemple avec ce casque qui détecte finalement l'activité électrique du cerveau. Ça, c'est des produits qui sont sur le marché aussi, qui font des choses assez frustes, un petit jeu vidéo, faire monter une balle de ping-pong dans un tube, mais ça existe. Un des enjeux de ces technologies aujourd'hui, c'est que c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas un bouton sur lequel appuyer. Et moi, dans mes observations des usages de ce genre de technologie, je vois des gens qui font des gestes avec la tête ou qui se touchent le visage pour pouvoir se concentrer. Donc nous, on imaginait une
une séquence du film dans laquelle la personne, pour se concentrer, se met des claques. Ce qui évidemment paraît absurde et futile, mais qui est là pour montrer que dans certains contacts, avec certains objets technologiques, il y a des gestes complètement imprévus qui peuvent avoir lieu et qui ont une rationalité, une logique du point de vue des utilisateurs, mais pas forcément du point de vue des concepteurs. Donc on est là dans cette logique de design fiction dont je parlais tout à l'heure, de matérialiser par une forme de narration des objets, des comportements, des pratiques possibles avec des objets technologiques. Alors tout ça évidemment pose un certain nombre de questions, il y a un certain nombre de principes qui sont sous-jacents là derrière. Et je reviens à Minority Report parce qu'il y a une séquence qui m'intéresse plus que les autres dans Minority Report. Hein. C'est pas celle où Tom Cruise gesticule, mais c'est celle où il est devant sa machine, hein, une espèce d'écran comme ça, transparent, et puis il mange des céréales dans cette boîte que vous avez là. Et puis sur la boîte de céréales, il y a des espèces de petits personnages qui sont dessus, qui n'arrêtent pas de s'agiter, ça fait du bruit. Et puis ça l'énerve, et puis il le jette à l'autre bout de la pièce. Et ça pour moi, c'est une séquence qui est assez marquante et intéressante parce que ça montre le souci du détail de toute l'équipe de production de Minority Report, de se poser la question de comment un truc aussi banal que la boîte de céréales pourrait être demain, comment ça s'insère dans le quotidien d'un policier, comment est-ce que ça l'embête quand il est en train d'utiliser sa machine, et quel comportement il a quand il en a marre. Ça paraît évidemment de l'ordre du détail, mais ça montre comment des technologies sont normalisées, rentrent dans le quotidien, rentrent dans des pratiques, et puis c'est fait de manière humoristique, évidemment. Et ça, c'est avec mes collègues de Futurelab, c'est le genre de choses qui nous intéressent. Pas du tout d'avoir une réflexion sur le futur un peu grandiose, grandiloquente, mais de regarder ces choses un peu banales, ces détails du quotidien, hein, à travers les deux projets que j'ai montrés là, auparavant, c'est très basique en fait. On se préoccupe vraiment de comment la technologie rentre dans la vie des gens, sous quelle forme elle se présente, sous des formes aussi basiques que des cartes à gratter, des lunettes, et le monde est sur son lit, on veut les enlever. Et c'est une manière d'interroger la relation qu'on a avec les objets techniques et de comprendre comment, finalement, pour s'en saisir, en fait, il y a plein de petits détails qui sont importants du point de vue des utilisateurs. On le fait sur plein d'autres projets. Hein. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait dernièrement pour le musée du football à Manchester, et puis un musée à Barcelone qui s'occupe qui a fait une exposition sur les big data, et qui était sur la question des données dans le monde du sport. Et moi j'étais partie prenante sur ce projet, c'est plus mes collègues à Barcelone, on fait un magazine fictionnel sur le football. En 2018, qu'est-ce que serait qu'un magazine dans lequel il y aurait plein de visualisations, l'utilisation de simulations pour pouvoir comprendre, rejouer, analyser les performances des sportifs. Et ça a été fait en partenariat avec Manchester Evening, hein, qui est un journal, et qui a été tiré avec un certain nombre d'exemplaires, et des gens qui sont partie prenante de ce monde du sport, comme ces ouvriers anglais, l'ont lu, l'ont questionné, et du coup s'interrogeaient sur qu'est-ce que c'était que ces noms de joueurs qui connaissaient pas nécessairement, pourquoi tel joueur de telle équipe était parti dans une autre, et surtout d'avoir un débat sur la place de la data visualisation, des données générées par les capteurs, du big data dans le monde du sport. Et là, c'est une autre forme de design fiction, c'est-à-dire de créer plutôt par finalement le graphisme, la data visualisation, un objet fictionnel qui est là pour faire comprendre finalement des pistes possibles, des imaginaires possibles dans le monde du sport sur ce que serait l'impact des technologies. Un autre principe le principe là derrière qui nous importe, c'est que tout ça soit compréhensible, lisible par le plus grand nombre, et que le lieu d'échange soit pas forcément la galerie ou le musée dans lequel il y a une expo de design, même si ça peut être intéressant, mais que ce soit aussi sous la forme d'un journal qui est distribué à beaucoup de monde. Autre enjeu, c'est celui de montrer les problèmes. Il y a cette citation de Frédéric Paul, qui est un écrivain de science-fiction qui m'a toujours marqué, qui est qu'une bonne histoire de science-fiction, c'est pas de prédire l'automobile, mais l'embouteillage. Et à travers les formes de design fiction qui nous intéressent, à travers finalement certains enjeux fictionnels, de la même manière que certains films de science-fiction, ce qui nous semble intéressant, c'est de montrer non pas l'objet technique comme finalité, mais plutôt comme
un élément qui va susciter des changements qui sont potentiellement problématiques, des frictions entre la technique et nos pratiques, et nous rendre attentifs que un processus d'innovation, c'est pas juste mettre dans les mains des gens des objets techniques et après c'est une question d'acceptation sociale, comme je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et le fait de passer par la fiction, des formes de narration qui mettent en avant tous les enjeux, tous les problèmes d'appropriation, c'est une manière de s'en rendre compte. Et pour le faire, ça implique une attention assez fine au quotidien, au changement quotidien, à travers justement mon intérêt personnel, celui de mes collègues, sur l'ethnographie, sur l'enquête de terrain, comprendre les pratiques d'aujourd'hui, comprendre tous ces petits signaux faibles qui nous rendent attentifs à des changements possibles. Un exemple assez récent que j'ai eu, qui me fascine, c'est aujourd'hui on voit des choses de ce genre. On a l'équivalent des affiches « J'ai perdu mon chat, appelez-moi », j'ai perdu mon drone. De faire attention, de se laisser surprendre, de comprendre les logiques derrière ce genre de choses, ça me semble important pour comprendre comment des objets techniques se diffusent et du coup avoir ça en tête quand on les design. Et puis d'un autre côté, de se dire que l'évolution de nos sociétés, c'est pas juste toujours de la nouveauté, toujours des possibilités nouvelles. Quand on voit les vidéos, par exemple de Microsoft ou de Sony, on a l'impression que tout le monde a des téléphones dernier cri, tout fonctionne bien, tout est nickel, il n'y a pas de problème. Sauf que le monde est plus compliqué que ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise récemment où on voyait des numéros de téléphone avec un certain nombre de chiffres. Je ne sais même pas si j'étais né quand il y avait si peu de chiffres, mais en gros, enfin, de créer des formes fictionnelles de narration sur le futur, c'est pas juste montrer des choses nouvelles, c'est montrer une accumulation de choses, et qu'il y ait quelqu'un avec des vieux Nokia dans un film l'année prochaine, c'est tout à fait intéressant en termes de plausibilité, parce qu'on n'a pas tous les technologies écrites. Et puis dernier point, ça c'est juste un projet qu'on vient de terminer, dans cette logique de trouver des formats de communication prospectifs à la fois curieux et puis récents. On vient de finaliser un catalogue d'objets fictionnels. Notre modèle, c'était les Skyward catalogues. C'est des catalogues qu'on trouve dans les avions américains, exactement dans cette situation, dans les poches comme ça, de sièges d'avion, qui sont plein de gadgets complètement absurdes. Et c'est assez fascinant à lire, à regarder. Moi, je vois ça un peu comme une façon de comprendre l'ère du temps, toutes finalement les angoisses, les enjeux temporels, avec toutes sortes de futilités. Et nous, on s'est inspiré de ce genre de logique pour faire un atelier avec écrivains de science-fiction, designers, pour imaginer qu'est-ce que serait qu'un catalogue d'objets fictionnels demain, avec des choses de cet ordre-là. Il peut y avoir des objets tout à fait à la mode, présentés de manière très très moche, comme cette smartwatch là-haut, des objets qui sont anciens mais qui reviennent tout d'un coup au bout du jour, comme cette machine à écrire Olivetti, pardon, et de le faire, en fait, de faire l'exercice en se disant non pas pour parler du futur, on va écrire une nouvelle de science-fiction, mais plutôt tiens, si on doit mettre ça sous la forme d'un catalogue, à quoi ça ressemble? Donc les images qu'on met dedans, les descriptions, le prix. Et de jouer le jeu finalement comme si on était une société technologique qui les vendait. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a sorti ça en septembre, et évidemment ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui nous écrivent en disant non mais en fait ce que vous dites là-dedans, je l'ai déjà vu, vous pouvez le trouver dans tel magasin. Et puis il y a aussi des marques qui nous contactent en disant mais pour la prochaine édition, ce serait bien de mettre notre application machin, en prenant totalement au sérieux le fait que ça puisse exister. Et ça, si je termine là-dessus, c'est pour montrer finalement comment on essaie de trouver, par cette logique de design fiction, des manières de raconter, de spéculer, d'extrapoler à partir de nos observations d'aujourd'hui, et qui a aussi une manière de faire comprendre aux gens avec qui on travaille, soit nos clients, soit les étudiants ou le monde académique, des nouvelles manières de réfléchir par rapport à des situations finalement de friction entre les technologies et nos pratiques humaines. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques pendant que Dominique rallume la lumière? Ouais. Qu'est-ce que vous en faites de tout ce travail prospectif? Vous le rangez dans un carton et vous achetez un carton?
Oui, bonsoir. Qu'est-ce que vous en faites de tout ce travail prospectif? On le montre dans les écoles de design. Non, Non, je plaisante. En fait, il y en a deux types. Là, ce que je vous ai montré, c'est un peu les choses qui sont publiques, qu'on peut rendre publiques. Après, il y a ce qu'on fait pour des clients. Alors, ce qu'on fait pour des clients, un peu de ce genre-là, ça reste chez eux et on ne peut pas les présenter. C'est vraiment frustrant. Après, ce type de choses, c'est intéressant à revisiter, d'une part. C'est-à-dire, quelques années après celui sur les gestes, en 2012, à revenir dessus, puis à se dire, mais est-ce qu'on était dans le jeu? Enfin, c'est pas des prédictions, hein, tout ça, évidemment. C'est plutôt des hypothèses. Mais revisiter ces hypothèses. Ensuite, à utiliser ça avec, alors dans des contextes de workshop, de formation, avec des étudiants en design, avec des ingénieurs, avec des clients, pour rendre attentif, rendre sensible à des problématiques qui peuvent être pertinentes. Aussi, on utilise ça dans les logiques de formation sur les méthodes, c'est-à-dire comment on peut être amené à faire évoluer des méthodes prospectives pour un client ou pour une organisation qui fait ce genre de choses. Et puis aussi en reparcourant ce qu'on a fait, en cherchant de nouvelles questions, et de nouveaux terrains à explorer ou à essayer de trouver une forme de continuité à ce qu'on a pu réaliser. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses à faire dont je n'ai pas conscience. D'accord, merci. Dominique, en bas. Merci. Merci pour cette présentation, c'était très inspirant. Je me faisais une réflexion, je me suis faite déjà un certain nombre de fois, qui était que le XXe siècle avait été marqué par une circulation entre effectivement le design industriel, enfin les choses qu'on fait, et la science-fiction, qui est très centrée sur les objets, précisément, les solutions techniques, etc. Et qui me semblait que peut-être le XXIe siècle allait être marqué plutôt par la même relation, mais avec l'heroic fantasy. Et dans l'heroic fantasy, on va plutôt être sur la télépathie, la téléprésence, l'ubiquité, etc. Pourquoi pas l'immortalité. Des choses de cet ordre-là, c'est des choses qui sont peut-être plus abstraites, plus symboliques. Et si je fais un lien, par exemple, dans l'univers du design, peut-être que des gens comme Steve Jobs et le travail qu'il a fait avec Apple, notamment par exemple l'iPhone, etc. On sait qu'il était aussi très actif dans le champ du cinéma. Alors bon, certes, on ne peut pas dire que c'est un cinéma très visionnaire, mais qu'il était plus dans la fiction, la narration, dans l'histoire qu'on raconte, plutôt que dans l'idée de la solution technique. Il vient, on va dire, Jules Verne, qui arrivait à nous expliquer comment on fait un ascenseur avec un bout de bois et une chute d'eau. Voilà quoi. Et donc, est-ce que vous aussi, vous regardez cette circulation également avec l'heroic fantasy? Pas forcément, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en gros, les productions imaginaires, qu'il s'agisse de science-fiction, on est vers l'avenir, d'heroic fantasy, il y a finalement des espèces de grands mythes imaginaires, en fait, qui sont finalement assez récurrents et qui peuvent se traduire. La magie, l'immortalité, la téléprésence, la téléportation ont différentes formes de représentation. Dans la science-fiction, peut-être plus par des dispositifs techniques, dans l'heroic fantasy ou dans toute forme de fantasy. Il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être moins visibles, en fait, qui ne passent pas forcément par des objets. Et c'est pour ça que je les distinguerais peut-être pas forcément, en fait, et qui, ce qu'on appellerait magie dans le champ de la fantasy, dans une science-fiction plus technologique, va être tout aussi, relever du même mythe, mais va s'instancier, va se décliner sous la forme d'objet. Et ensuite, tout ça peut avoir une influence sur des designers, des ingénieurs, des patrons d'entreprise, et qui vont avoir une sensibilité différente pour les aborder, et de se dire que peut-être il faut moins mettre l'accent sur les dimensions purement de, je sais pas, des capacités techniques, mais peut-être plus l'esthétique ou le discours qui est autour. Il y a cette citation d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Arthur Clarke, qui dit toute technologie suffisamment avancée ne se distingue pas de la magie. Ça, on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui prennent ça au pied de la lettre, comme justement comment essayer d'impacter soit une création, soit un discours, en fait, dans cette logique-là. Maintenant, moi j'ai un écueil par rapport à peut-être là où il y a une différence entre science-fiction et fantasy, c'est qu'il y a un peu quand
on voit l'évolution de la science-fiction, les productions de l'imaginaire, après le cyberpunk, en gros, fin des années 90, il n'y a pas eu beaucoup de renouveau. Alors, le renouveau, ça a été le steampunk, ou justement un gros renouveau dans la fantasy, mais c'est pas des choses qui sont beaucoup tournées vers l'avenir. Même s'il y a ces grands mythes ou imaginaires dont je viens de parler, il y a un peu l'impression qu'il y a eu... Enfin, il y a un âge doré sur lequel il serait plus intéressant de revenir, et puis notre avenir, on n'ose pas trop y penser, parce qu'il y a une crise écologique ou économique à venir. Et ça, c'est plus une hypothèse qu'autre chose, mais ça m'interroge sur notre capacité, la capacité de la sphère culturelle à avoir un discours sur l'avenir qui soit ni trop utopique, mais quand même réaliste et critique pour avancer. Parce que ce que je me dis peut-être que c'est pas vrai, mais c'est que dans la science-fiction, le procédé d'imagination, il est contraint par le fait qu'on a une idée d'un objet qui peut faire ça. Alors que dans l'heroic fantasy, on s'en fout, on a un fluide, on a un don, on a je sais pas quoi, une baguette magique qui fait tout. Et donc du coup, c'est peut-être un lieu qui s'autorise à imaginer des services, parce que finalement on peut le transformer en service à l'arrivée, quoi, sans que la solution technique soit là, ce qui est un petit peu ce qui nous arrive avec un smartphone, parce que la on ne sait pas comment ça marche. Oui, il y a longtemps qu'on ne comprend pas plus comment ça marche, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui ne les développent pas, quoi. Voilà, donc c'est ça que je me disais, que l'heroic fantasy, d'un seul coup, elle est peut-être plus dans l'actualité maintenant, parce que les barrières technologiques qu'on a franchies font qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'imaginer l'objet qui va faire ça. C'est un petit peu ce que savoure la science-fiction, de décrire la fusée machin, de décrire le ballon, etc. Donc moi je trouve que c'est une hypothèse intéressante. Les prochains consultants pris par les sociétés technologiques seront peut-être des auteurs d'heroic fantasy. Ouais. C'est possible. Il y avait là-haut. Bonsoir, d'abord merci pour cette présentation. Je suis étudiant en 5e année, j'ai écrit mon mémoire sur le corps humain et j'ai vu que dans l'un des exemples que vous avez montré qui était assez intéressant, peut-être que dans le futur, plus tard, on pourrait recharger son téléphone portable grâce au mouvement de son poignet. Et je voulais avoir votre point de vue, votre vision sur l'avenir, sur le potentiel énergétique du corps humain pour trouver des nouvelles énergies. Enfin, votre vision, votre point de vue par rapport à ça. Alors, je ne suis pas du tout un expert de ce genre de choses. A priori, ça me semble intéressant. J'ai juste une interrogation sur... Enfin, ça part d'une logique qui est assez louable, notamment d'économiser de l'énergie ou d'utiliser des formes d'énergie qui ne nécessitent pas des centrales nucléaires. Mais je me pose la question de savoir si pour permettre ça, il ne faut pas créer toute une chaîne de production d'un objet complexe qui finalement dépense aussi beaucoup d'énergie. Maintenant, c'est des choses sur lesquelles il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui travaillent. Et du coup, je me pose deux questions, hormis ce bémol que je mettais là. La première, c'est qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'il faut marcher des heures pour recharger son ordinateur portable? Quel est le ratio en fait, entre l'effort et puis la réalité de l'énergie disponible? Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans notre quotidien? Comment ça le transforme au quotidien? Et suivant la réponse à ces deux questions, il y a une possibilité de diffusion et d'appropriation de ces technologies. Mais j'en sais pas plus parce que je ne connais pas le détail de ce qui est nécessaire pour les produire, et puis en l'état, le temps qu'il faut pour charger la batterie de mon iPhone. Mais c'est évidemment curieux et intéressant. Moi j'ai une réponse à proposer, mais parce que me vient comme ça en tête, c'est on pourrait combiner les régimes amaigrissants et la recharge de l'objet technologique, en fait, en partageant cette énergie dégagée par la digestion, sa propre digestion, et en fait le chargement sur le téléphone, etc. Ce qui fait qu'en fait, en mangeant, tu peux absolument charger ton téléphone, et en même temps tu maigrirais parce qu'une partie de ton énergie irait au téléphone. Tu n'avais pas besoin de faire du sport. Avec un rabais par l'assurance. Ouais, c'est ça. Ouais.
Bonsoir, merci pour cette présentation. D'abord aussi merci parce que tu enlèves une espèce de barrière qu'on oublie souvent qui est le mot science, et on l'associe beaucoup à la science dure. Et tout l'univers de science-fiction que tu as pu montrer met en avant ça. Du coup, merci de remettre les sciences humaines en tant que science-fiction aussi. Et du coup, j'aurais une question par rapport à ta présentation. Tu as beaucoup parlé de basique à propos de Minority Report. Aujourd'hui, cette année, il y a un nouveau film qui est sorti qui s'appelle Her, et qui justement fait beaucoup parler et pose, soi-disant, la nouvelle vision de la technologie. Quel est ton point de vue un peu là-dessus, sur Her? Je ne vais pas me risquer moi, je fais pas de prédiction, mais par contre, il y a plusieurs aspects intéressants. Le premier, c'est de voir comment la place occupée par les objets techniques dedans, qui est assez diffuse, hein, au fond, une espèce de petite boîte où la voix, en fait, des choses qui sont finalement assez faisables réellement, peut-être pas dans le degré de détail, hein, de l'interaction qu'on peut avoir avec une intelligence artificielle, mais juste de parler comme ça chez soi avec une voix comme Siri sur le téléphone, c'est pas non plus extraordinaire. De commander un personnage, le jeu vidéo, ou le contrôle en faisant ça, on peut faire ça avec une Kinect. Maintenant, là où de ce point de vue-là, je trouve intéressant de montrer un peu un espèce d'univers dans lequel il n'y a pas grand-chose qui change, mais la technologie est présente. Ça me semble assez plausible. Maintenant, le côté à la place de l'intelligence artificielle dedans, là on est dans un film de science-fiction, mais le rôle je crois que le réalisateur dans ses interviews disait que son but c'était pas de faire une prédiction, c'était plutôt d'essayer de montrer comment ça, au quotidien, ça pourrait se traduire, qu'est-ce que ça veut dire. Après, est-ce que c'est réaliste d'avoir une relation amoureuse avec une entité complètement virtuelle? Je sais pas, j'ai pas la réponse là-dessus, c'est justement ce que le film interroge, et c'est ça qui est pertinent. Est-ce que c'est la vision majoritaire de ce que doit être, de ce que peut être la technologie? Je pense pas. Je pense pas non plus que ce soit le propos du film, mais c'est une manière de montrer, d'avoir une vision, une représentation, une matérialisation des imaginaires qui est différente de Lucie, par exemple, de ce qu'on voit dans Black Mirror, etc., etc. Et il faut prendre... s'il y a un message important, je pense, à retenir, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme argent comptant, mais de regarder la diversité de ces productions, les comparer, même si on voit Lucie et Transcendence, par exemple, c'est assez proche, mais il y a quand même des pistes différentes. Et Her le matérialise de manière assez intéressante de mon point de vue. Les vêtements aussi dans Her, c'est aussi quelque chose d'assez fascinant, assez fascinant. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... une question pour un peu. Comment on interprète le fait que quand même la plupart des productions hollywoodiennes ont une vision assez négative du futur? Là, avec l'hypothèse, je ne suis pas... C'est juste pour là-dessus, mais il y a deux choses. Hein. La première, c'est qu'on est quand même dans une fin depuis, en gros, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis la deuxième moitié du XXe siècle, dans une période quand même de remise en question du progrès technique. Hein. Donc ça, même s'il y a des bastions positivistes, hein, comme la Singularity University, ou genre chez Google, il y a quand même on a quand même compris que le progrès à tout prix et technologique, ça posait des questions. Le deuxième aspect, c'est aussi que les problèmes ou les catastrophes, ça fait quand même des ressorts dramatiques assez saisissants. Et puis, un film où tout se passe bien, c'est pas forcément ce qui... il faut qu'il y ait des ressorts dramatiques, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui compte, se dire que ces films de science-fiction, alors c'est valable sur cet aspect-là, hein, sur l'aspect positif ou négatif, mais c'est aussi valable sur la séquence où on voit Tom Cruise manipuler les choses à l'écran. C'est aussi conçu pour être très photogénique, télégénique, cinégénique à l'écran,
parce que c'est assez impressionnant à voir, ça donne une représentation qui met en avant à la fois la technologie et les acteurs, et du coup ça fait partie un peu du jeu, je pense, de la création cinématographique. Maintenant, de voir des choses qui explosent, qui pètent, qui dérapent, c'est un ressort dramatique qui est fascinant, et puis ça le sera encore pendant longtemps. Est-ce que tu penses que du coup ça, enfin, on veut parler de frein, mais à l'acceptation de ces nouvelles technologies, parce que finalement l'inconscient collectif a cette vision un peu négative créée par cette fiction-là. Peut-être, mais en même temps, quand on voit, ce qui me frappe moi avec Minority Report, c'est toute l'idée qu'il y a derrière autour de l'utilisation des algorithmes de prédiction. Même si le film montre que c'est terrible et atroce, ce genre de choses, il y a toujours des gens qui sont convaincus que c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut aller dans cette direction. Donc même quand on présente les choses sous un jour très négatif, critique, dystopique, il y a quand même visiblement une vision positiviste qui est derrière. Donc il faut croire que non, d'après ce qu'on présente là. Bonjour. Je m'interrogeais sur votre nom et sur la boîte. Je me demandais quelle limite temporelle vous fixez-vous dans votre démarche de prospective, et est-ce que vous restez, vu que vous restez à l'échelle humaine, l'échelle d'une vie humaine, pourquoi est-ce que vous n'allez pas plus loin? Est-ce que c'est pour rester rentable vis-à-vis des entreprises quand vous faites des missions de conseil, etc. Ou est-ce que vous allez des fois plus loin pour pouvoir imaginer le futur de demain? On est plutôt, les demandes qui viennent vers nous collent plutôt au nom de notre structure, donc plutôt 3-5 ans. Alors maintenant, ça peut arriver qu'on nous demande la prospective à plus long terme, mais c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est compliqué, c'est très difficile, et ça part souvent dans n'importe quoi. À chaque fois que j'ai participé à des ateliers sur des choses genre la ville 2040 ou à 20-30 ans, c'est très très difficile. Maintenant, je pense que tout le monde dans cette pièce est aussi qualifié que moi pour parler de 2040, donc on est tous un peu sur un pied d'égalité à travers nos expertises, notre rapport au monde et notre personnalité pour le faire. Il s'avère que nous, on a peu de demandes de cet ordre-là, je ne sais pas si c'est une c'est lié à notre monde, mais c'est aussi qu'on ne cherche pas forcément à aller sur ces dimensions-là, parce que c'est très très difficile en fait. Pourtant, qu'on voit avec par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace, l'horizon imaginé est beaucoup plus lointain, ouais. Et ça permet de soulever des problèmes plus, et peut-être des problèmes sociétaux plus complexes, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui réfléchissent forcément à ces problématiques-là. N'est pas Stanley Kubrick qui veut, hein, quand même. Mais c'est assez rare. Il y a déjà un déficit prospectif dans beaucoup d'organisations, on a un prospectif long terme, mais en même temps, c'est tellement difficile que j'ai un peu d'humilité là-dessus. Bonsoir. Moi, je voudrais retourner sur la société américaine et Hollywood. Je voudrais savoir si Hollywood, finalement, sert de propagande pour les industriels aux États-Unis, étant donné que aux États-Unis, il me semble qu'il y a une foi dans la technologie pour sauver le monde. Est-ce qu'il y a des liens très forts entre les industriels et Hollywood? Ouais, il y a des liens. Il y a un livre à ce propos, j'ai plus le titre en tête, ça s'appelle. En gros, c'est un chercheur anglais qui s'appelle David Kirby qui a regardé les liens qu'il y avait entre des consultants, soit de sociétés technologiques, soit du monde académique, dans le domaine technologique, qui travaillent avec Hollywood, et qui. En gros, des gens qui servent d'experts pour dire ce qui est plausible ou non d'un point de vue social, démographique, technologique, écologique. Et ça montre bien cette espèce de porosité entre le monde académique, le complexe militaire-industriel et des producteurs de films. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme une théorie du complot, c'est fait partie plus en gros d'un processus dans lequel il y a des gens qui veulent faire des films plus ou moins réalistes sur l'avenir et qui vont chercher des experts. Alors on peut avoir plusieurs réactions par rapport à ça. L'une d'elles, c'est évidemment de se dire que ça fait partie du soft power états-unien de faire ce genre de choses. Et je crois qu'il y avait une émission sur France Culture dernièrement avec Pierre Musso qui parlait de
il disait la Silicon Valley, on croit que c'est les startups et les sociétés technologiques. Non, il y a Hollywood un peu plus bas. Et il y a ce que j'expliquais tout à l'heure, la création d'un espèce de bagage culturel autour d'attentes liées à la technologie, leurs problèmes, leur diffusion dans la société. Ça, c'est quand même une valeur assez forte pour aider des gens un peu plus au nord dans la Silicon Valley pour accompagner finalement leur production technique. Donc je sais pas si c'est une forme de conditionnement, mais en tout cas c'est une forme d'entraide mutuelle qui sert un peu tout le monde. Après, certains diraient que non, dans Minority Report, la technologie peut être présentée sous un jour négatif et ça les dessert, mais il me semble quand même que dans l'ensemble ça tire un peu du même côté. Bonsoir. En fait, je voulais poser une question sur le rôle du design et sur une sorte d'éthique de la représentation. Et je vais essayer de vous donner un exemple. Il y a un an, on a travaillé avec d'autres designers de cette école sur les robots sociaux. On avait des robots et il fallait dessiner des scénarios d'usage pour les présenter dans des maisons de retraite et faire une étude terrain. Voilà. Et en fait, on avait du mal à... On pouvait juste prendre des morceaux de films qui existent, Black Mirror, voilà, plein de films qui expliquent cela et les présenter dans les maisons de retraite, mais c'était pas ça ce qu'on a choisi. On a choisi de faire des stop motion avec les robots qu'on avait, même en papier, et à proposer un dialogue ouvert. Donc ma question c'est vraiment sur cette éthique de la représentation et notre rôle de design dans ce processus du dialogue. Tu veux dire quelle est la place du designer dans les mêmes... mon sens, elle est fondamentale. Puisque la représentation, c'est une partie fondamentale du travail du design, c'est aussi une manière de susciter, de créer une discussion avec les parties prenantes d'un projet, qui peuvent être des utilisateurs et des utilisatrices potentielles, qui peuvent être les acheteurs, les gens qui financent. Et du coup, de mon point de vue, c'est important de montrer une pluralité de ces représentations et de ne pas montrer qu'il y a une voie unique, qu'il y a différentes alternatives, que le langage est aussi important. Je suis sûr, ce que tu viens de raconter, tu fais ce genre de choses et tu n'utilises pas le mot robot, mais tu parles tu crées un autre mot, un autre concept, ça va peut-être être un peu plus simple à créer une discussion, parce que ça évoquera peut-être moins certaines peurs. Du coup, il y a évidemment une éthique de la représentation, mais tout acte de design implique des choix politiques et éthiques dans finalement l'espèce de représentation. Qu'est-ce qu'on attend des utilisateurs et des utilisatrices, et qu'on inscrit dans l'objet, ou dans sa forme, ou la manière dont on la rend tangible. Et du coup, quand on propose des choses, il faut être conscient qu'on peut orienter le débat. On a du mal à pas être dans une sorte de rapport de séduction en fait. Ouais. Parce que, donc, par exemple, si Roméo, le robot humanoïde, il ne pouvait pas aller chercher quelque chose en bas. Donc du coup, on l'a pas représenté à chercher ce papier en bas. Donc c'était ça aussi, de s'arrêter à un moment donné sur cette vision, sur la séduction, pour avoir des rapports et questionner même le rapport. Mais bon, si tu étais dans une commission de débat public dans lequel tu faisais, je sais pas, un débat public sur les nanotechnologies, la manière dont tu poses des questions risque aussi d'avoir une certaine influence. Sauf que dans le cas du design, tu rends les choses de manière encore plus tangible que dans une forme de discussion et de questionnement. Oui, c'est vrai que quand on fait référence à la science-fiction, disons qu'à travers la présentation que vous avez faite, moi je l'ai entendu au sens vraiment très large, c'est-à-dire tout ce qui a pu traverser le XXe siècle. Or là, on parle maintenant de la science-fiction du cinéma américain des 10 dernières années. Or, à mon avis, il est autre chose que ça. Oui, non, mais dans les choses qui ont été citées là, je veux dire. Or, c'est pour moi uniformément marqué par un esprit, une culture de gravement psychopathe paranoïaque, un truc en phase terminale quasiment, je dirais. Même les films qu'on a cités, et où on renonce mais alors totalement à quoi que ce soit de crédible comme point de départ, c'est-à-dire si on reprend juste Matrix et Heure dont on a parlé, Matrix, si les hommes, si les machines ont conservé les hommes, c'est parce qu'ils imaginent, on dirait que
l'activité cérébrale produit plus d'énergie que les panneaux voltaïques ou les trucs comme ça. Il faut se souvenir que c'est ça, hein, s'il y a encore des hommes sur Terre, enfin dans les couveuses là. Ce qui est une débilité profonde. Hein. Enfin, je veux dire, par exemple, ce qu'on disait quand on voit ce que ça suppose, ce que ça consomme comme énergie à un corps humain, parce que ce qu'on détruit, enfin ce qu'on provoque comme entropie pour pouvoir maintenir notre corps en fonctionnement, c'est invraisemblable quand même. Donc voilà, on accepte tranquillement comme point de départ la relation entre les hommes et les machines dans Matrix. Et dans Heure, bon, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, mais on tombe amoureux de notre objet, mais oui, on est tous amoureux de nos objets, enfin je dirais, et puis ça a été avant l'ordinateur. Oui, bien sûr, alors on peut continuer à raconter, à actualiser cette fable, mais ce qui est particulier dans Heure, c'est le fait de dire, et cet objet prend son autonomie. Et ça, c'est une discussion que j'aime bien avoir avec Dominique, c'est un fantasme total. Je veux dire, il n'y a rien du début de quoi que ce soit là-dedans qui relève de la crédibilité. Or, quand même, dans la science-fiction, il y a un dialogue fertile entre des gens qui imaginent ce qu'on va bientôt pouvoir faire, en s'appuyant sur ce que les spécialistes, experts pouvoir faire, du coup ils guident les calculs. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Il y a une espèce de démarche en escalier, comme ça, où on se nourrit l'un l'autre. Alors que là, sur rien que les deux exemples qu'on vient de prendre, ça y est, ils ont lâché prise, hein. Ils sont dans leur paranoïa, et c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, d'utile? Je sais pas. Tu veux commenter? Je vais poser une question. J'irai même plus loin, je reviens sur les propos de Pierre Musso. Il est même très tranché, hein. Lui il dit que sans Hollywood, il n'y aurait pas la Silicon Valley. Lui il est vraiment sur cette dimension de cette interaction, et c'est la conquête de l'Ouest aussi avant, et tout ça n'existe que parce que Hollywood interagit en permanence avec la Silicon Valley, que la Silicon Valley existe. C'est pour ça que vouloir faire la Silicon Valley sur le plateau de Saclay, c'est un non-sens. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, il n'y a pas, voilà, Hollywood à côté. Il n'y a pas l'industrie du rêve sur le Il n'y a pas l'industrie, voilà. Donc c'est un non-sens. Et moi, je voudrais revenir sur ton entreprise. Et tu nous as dit, les clients, je ne peux pas parler de projet, mais est-ce que tu peux nous dire, c'est qui ces clients, c'est quelle organisation d'entreprise? Tu travailles avec des designers, est-ce que tu as des commandes de designers? Est-ce que c'est que des directions de la prospective? Qui te fait travailler? Il y a deux types de clients, les clients publics, privés. Public, c'est des grandes municipalités. Je bosse avec le Grand Lyon, par exemple, avec le département des statistiques de la ville de Zurich, sur les questions de big data, la ville de Genève, sur la notion de smart cities. Et puis il y a les clients privés, type, dernièrement, travaillé avec BBVA, qui est une banque espagnole qui fait qui se pose des questions sur le big data et la création de services. Et du coup, une manière de présenter des possibilités de services et d'utiliser cette notion de design fiction en montrant justement un regard critique sur les enjeux possibles. Globalement, des structures prospectives chez nos clients, il n'y en a pas forcément beaucoup. Hein. Ça va plutôt être centre de R&D, marketing stratégique et stratégie de la société. Les équipes de design sont en général plutôt en aval des process, donc c'est pas forcément les clients. Toutes les missions ne relèvent pas non plus de cet enjeu design fiction. Ça peut être sur des choses type études de terrain auprès des utilisateurs pour proposer ensuite des scénarios qui sont évidemment fictionnels sur l'appropriation des technologies du client. On va travailler avec... il y a des clients qui ne veulent pas être nommés comme des fabricants dans le domaine de la cuisine ou dans le domaine des lunettes de réalité virtuelle, sur comment ces choses-là peuvent évoluer, comment ça se diffuse dans le quotidien. Et là, c'est plutôt centre de R&D sur ce genre de choses. Ou parfois petite start-up là c'est plutôt la revue de projet, et puis avec justement, de ressortir justement ces exemples-là pour interroger leur création. Et puis formation, enfin faire de la formation à des équipes d'innovation. Question encore? Non? Bon ben à moi là. Moi je voudrais réagir et poser aussi des questions, mais je vais réagir à un certain nombre de choses, à mon avis, qui se rejoignent, ce que tu as dit, ce que Florent a dit, la question sur qu'est-ce que vous en faites, etc.
moi je pense qu'il faut, dans tous les cas de figure, se garder du format. Quand tu parles d'éthique de la représentation, pour moi c'est un format, et pourquoi j'aurais une éthique de la représentation? Pourquoi moi tout d'un coup, dans mon travail, je devrais respecter le bien et le mal? Moi je pense que c'est par-delà le bien et le mal qu'il faut réagir, dans le cas présent. Et je pense que le travail, par exemple, que fait au Royal College of Art, c'est par-delà le bien et le mal. C'est-à-dire qu'en fait, on s'entend pas de l'éthique de la représentation. C'est-à-dire qu'au contraire, on va outrepasser le bien et le mal, et éventuellement les barrières morales, conscientes ou inconscientes, légales, pour imaginer à quoi pourrait ressembler une proposition extrême, et à partir de là, dans un retour arrière, se dire à quoi pourrait ressembler une proposition qui ne le serait pas. Moi j'utilise souvent l'image du recuit simulé parce que c'est un algorithme que je trouve génial. L'optimisation, tu apportes beaucoup d'énergie à un système, donc il part dans tous les sens, et puis tu laisses refroidir tout doucement, et puis hop, il arrive à un état de stabilité. Je pense que ça ressemble. Typiquement, je pense que le travail autour de la fiction, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du recul simulé, tu apportes énormément d'énergie au système pour le faire varier, voilà. Et puis après, tu le laisses reposer, et puis tu t'en tires un certain nombre de conclusions. Sachant que, dans tous les exemples que tu nous as donnés, il ne s'agit pas de faire des choses, il s'agit de penser des choses. Et c'est pour ça que je trouve que l'idée de la plausibilité, moi je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est-à-dire que s'il fallait en plus que les hypothèses pour construire une science-fiction soient plausibles, mais on n'écrirait ni la science-fiction, ni l'heroic fantasy, ni Cendrillon, ni Blanche-Neige, ni rien. Hein. C'est-à-dire que toutes les mythologies qui nous servent à la fois à grandir, à nous protéger, à apprendre, à socialiser, elles sont basées sur des hypothèses qui ne sont pas plausibles du tout. Il y en a plein. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on serait dans le format tout le temps. On serait toujours dans un univers complètement formaté par nos lois morales, nos lois tout court, et on serait incapable de laisser nos imaginations vagabonder pour imaginer d'autres choses, quitte à revenir d'ailleurs dans le giron et de la loi et du bien et de la morale. Donc qu'est-ce que vous en faites? Ben, on en fait ce qu'on en veut, parce que justement, si par ailleurs il fallait qu'on s'interdise de faire des trucs parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, on ne ferait rien. On ne ferait rien du tout. Hein. On serait des petits soldats de l'industrie on ferait ce que l'industrie attend, on ferait ce que le marketing attend, etc. Ben, on n'est pas ici pour faire ce que l'industrie attend et pour faire ce que le marketing attend. On est là pour faire exploser l'industrie, pour faire exploser le marketing, pour imaginer le monde de demain. Et le monde de demain, tu l'imagines avant de le faire. Quoi. Et pour l'imaginer, tu vas où tu veux. Donc, ça me semble, moi, cette idée d'éthique d'argumentation, c'est bien, mythologiquement, mais il ne faut pas que ça soit une barrière. Et la plausibilité, je ne vois pas pourquoi il faudrait que ça soit plausible, de la même manière. Parce que je pense que ça nous bloque des chemins. Même parfois, ça cristallise des choses, et cette chose devient des réalités. Parce que les choses sont prises au sérieux. Par cette beauté esthétique de la finition, elle devient... Et donc l'idée, c'est que, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des user tests dans ce cas-là sinon, nous, on sait tout, on fait le truc, on le met... Parce que tu sais rien, au contraire, que tu fais. C'est bien ce que je veux dire. Tu ne sais rien. Et donc, tu ne sais rien, tu explores. Ok, mais tu explores plusieurs trucs, en fait. Oui, voilà, et surtout, dans mon esprit à moi, tu ne t'interdis rien. Rien, absolument ne t'interdit. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la référence à l'existence, parce que là, c'est vraiment le plus gore de la représentation, c'est celle de l'existence. Ici, il n'y a absolument rien interdit. Et donc ma question est la suivante. Je trouve ce qui différencie de la science-fiction du XXe siècle et celle du XXIe, c'est que dans le XXe siècle, les horizons technologiques, ils étaient lointains. C'est-à-dire que finalement, on avait la télé, on avait la radio, on avait la voiture, et on nous promettait pour l'an 2000 des trucs fantastiques. Comme si l'onde de choc technologique, si je prends cette métaphore-là, elle était très très loin, comme l'onde de choc sonore est très loin pour quelqu'un qui marche ou qui est en voiture. Elle est très très loin. Sauf que là, ça va de plus en plus vite, et on se rapproche de l'onde de choc technologique, c'est-à-dire qu'en fait, même au point peut-être de passer le mur du son technologique, c'est-à-dire que nos vies soient en avant de l'imaginaire. C'est-à-dire que ça va plus vite que nos imaginaires. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez intégré, vous, ce near futur, est-ce que c'est pas un near past, en fait? C'est-à-dire que c'est pas juste derrière nous, au niveau de nos pratiques. Et donc, comment faire pour gérer cette onde de choc, imaginaire, quoi, des imaginaires technologiques? Plutôt dans notre discussion, il y a à la fois l'impression d'être dans une espèce de présent perpétuel qui
Ok, il y a plein de choses qui nous tombent dessus. Mais aussi quand on passe du temps à justement faire des études utilisateurs, à passer du temps à l'utilisateur des technologies, cette vitesse-là, elle n'est pas si... enfin, il y a une proportion de gens qui a beaucoup de nouveautés, mais j'avais fait un projet sur les bracelets type Fitbit et ce genre de choses, puis ouais, enfin, au bout de quelques semaines, les gens mettaient plus ces trucs-là. Donc il y a aussi je n'ai pas de réponse définitive pour tous les objets techniques, mais il y a aussi un regard critique qui peut se poser, et du coup se demander si cette espèce de cycle d'accélération, ou juste, je sais pas, la quantité de nouvelles versions d'iOS, ça dépasse pas justement nos besoins, nos modes de vie. Pour moi, c'est plutôt une espèce de nouvelle absurdité qui apparaît ici et qu'il faudra traiter en tant que société à un moment donné. Maintenant, comment est-ce qu'on retrouve là-dedans des imaginaires qui dépassent juste ces enjeux techniques et qui soient peut-être un peu plus respectueux de la planète? Ça, c'est le défi, quoi. Et personne n'a réponse sur ce genre de choses. Et c'est pas juste une question de faire plaisir aux gens pour qu'ils acceptent de plus utiliser leur voiture, quoi. C'est un peu l'espèce d'interrogation majoritaire, et de réfléchir aux conséquences de l'utilisation de certaines technologies, qu'il s'agisse de science-fiction ou d'autres choses. C'est une bribe, en fait, une toute petite partie de la réponse. Mais je ne sais pas qui a les autres éléments de la réponse, en tout cas. Tu as cité Philippe Dick, la première image qu'on a vue, c'est celle de Philippe Dick. Moi, je suis hyper content quand je vois la tête de Philippe Dick, parce que je pense qu'on a peut-être une des seules écoles où en fait lire Philippe Dick c'était obligatoire en première année. Ce n'est plus malheureusement, je ne suis plus en charge de ce cours, mais les étudiants étaient obligés de lire Ubik. C'était le premier bouquin. Avoir un procès avec une porte. Exactement. Je trouve ça assez... par rapport à un nombre de chocs technologiques, typiquement quelqu'un qui ne s'est pas posé ces questions-là, et qui à bien des égards été au XXIe siècle avant tout le monde, lui pour le coup vraiment avant tout le monde, c'est pour ça qu'il est résolument moderne, c'est Philippe Dick, parce qu'en fait ces technologies c'est ça, c'est des portes qui refusent de s'ouvrir parce que tu ne les payes pas. Peut-être que lui il a répondu à ma question de nombre de chocs technologiques parce qu'il s'en fout en fait. En fait ce qui l'intéresse c'est le nombre de chocs sociologiques. C'est ça dont tu parlais tout à l'heure, c'est le traffic jam plutôt que de la voiture. Il se pose la question de qu'est-ce qui va se passer entre les gens, ces frictions techno-humaines. Et c'est assez dommage qu'il soit mort en fait. Il y a des gens qui ont créé sa tête, un robot de sa tête, mais ils l'ont perdu. Donc il y a une tête de Philippe Dick robotique qui circule aux États-Unis. Ceci dit, peut-être que c'est nous qui sommes morts avec celui qui est vivant. Ça, c'est très Philippe Dick. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique, quand tu dis qu'il n'y a rien à respecter, qu'il faut se projeter, imaginer, etc. Ce qui me gêne, c'est quand les gens qui font ça et qui déploient notamment des moyens aussi importants, en fait, fonctionnent comme des ignares. Tu vois. Et, je parlais de nous, là, quand je disais ça. Moi, je parlais des designers quand je disais ça. Mais pourquoi oui, je suis d'accord. Et moi, je redis simplement parce que dans ce que tu dis, ça peut donner l'impression que, en disant ce que j'ai dit sur Matrix et sur Heure, je suis contre l'idée que tu développes, c'est de dire il n'y a rien à respecter, notamment quand on réfléchit, quand on imagine, quand on se projette, oui, il y a un respectement. Voilà. Mais le problème, c'est que ce sont des gens qui ont un porte-voix énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard sur la technologie, c'est pas des gens éduqués qui font travailler sérieusement comme vous et pour des clients qui savent entendre ce qu'ils disent. Ce sont des gens qui vont au cinéma et qui voient les uns après les autres ces films américains qui arrivent, et là, ils viennent tous du même endroit, du même moule, et donc avec ce que j'ai dit, ce que j'en pensais, et qui notamment fondent des choses sur des postulats totalement ignares. Ce que je veux dire, ça serait intéressant que ça soit l'espace de la prospective collective de notre société occidentale qui soit exposée par ces gens-là. Mais quelqu'un, il ne faut pas partir de trucs aussi débiles, quoi. Parce qu'après, ce qui nous intéresse, c'est comme vous l'avez dit, c'est les explosions, tout ça qu'on peut faire par-dessus. Mais le projet de la question de société, elle a été évitée au passage. Elle n'a pas été traitée. Et
Donc on n'a pas fait de prospective pour le coup, mais c'est dommage. Une question? Il nous reste à remercier Nicolas, c'était vraiment passionnant. Merci de votre accueil.